Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, je suis Victoire, j'ai 38 ans. Je suis en couple depuis 11 ans et j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 7 ans. Un petit garçon qui est né grand prématuré dans des circonstances un petit peu particulières. Ok, ça nous pose les bases. C'est ça. Alors, première question qui nous met directement dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, qui t'angoissait ou tu pensais pas du tout? Alors, au niveau du mode d'accouchement, j'aurais aimé accoucher dans l'eau dans l'idéal. C'est ce que j'avais, en tout cas, imaginé si c'était possible pour pouvoir justement bénéficier de cette méthode-là. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, en douceur. Donc, j'ai effectivement un petit peu abandonné tous mes rêves d'accouchement parfait, puisque on Ouais, est parti en fait en urgence à 6 mois de grossesse, hein. Ça a été, on va ok. dire, une découverte un petit peu choc. Ouais, ça a été quand même assez rapidement remis en question, quoi. C'est ça. Ok, bon alors si on revient un tout petit peu en arrière, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé avec ton compagnon? Oui, 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 on en avait discuté effectivement avec mon compagnon. On avait envisagé effectivement un projet bébé. Bon, ça se passait pas au départ comme on souhaitait. J'avais quelques soucis au niveau gynécologique, donc j'ai ensuite arrêté la pilule et puis finalement c'est arrivé au moment où on s'y attendait pas. Donc en 2016, je suis tombée enceinte. Oui, comme toujours, c'est toujours le moment où on baisse un peu les bras que finalement ça arrive. C'est vrai. Ok, et comment s'est passé du coup le début de ta grossesse? Tout se passait bien ou t'as déjà eu des soucis d'entrée de jeu? Alors dès le départ, j'ai été suivie assez régulièrement par mon gynécologue. Justement par rapport à mes antécédents au niveau gynécologique. Les premiers mois, les échographies, les examens se déroulaient bien. J'avais juste développé un petit peu de diabète Ok, gestationnel. Mais en dehors de ça, au niveau des échographies, il n'y avait rien d'anormal, en tout cas dans les premiers mois jusqu'au 6e mois. ok. Et le diabète, il était contrôlé avec de l'insuline ou t'arrivais à toi gérer avec un régime strict? Alors, c'était contrôlé avec un suivi. Ok, Après, effectivement, j'ai essayé de faire attention aussi de mon côté. J'avais bon, des prises de sang régulières. C'est vrai que j'avais un suivi qui était quand même assez complet. Mais bon, j'étais pas très inquiète en fait. Voilà, je profitais un petit peu de la grossesse. J'essayais effectivement de continuer bah, mon activité. Et puis voilà, j'ai pas changé, on va dire, beaucoup de choses, je dirais, dans le cadre de ce suivi. Mais je savais que j'étais bien entourée par mon gynécologue, donc je n'étais pas trop inquiète. Ouais. ok. Bon, parfait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à 6 mois, du coup, qui a fait basculer cette grossesse tout à fait normale? Eh bien, à 6 mois, donc j'avais mon échographie pardon, de contrôle. Donc, je sortais du travail, j'étais sur le point de partir. Et puis, je regarde mes pieds, je les trouvais très enflés. Je commençais à avoir des marques violâtres au niveau des chevilles. Je savais effectivement que ce rendez-vous était important puisqu'on allait en plus avoir une échographie en 3D. Donc,
c'est vrai que je commençais à me dire, bon, il y a peut-être un peu de relâchement, j'ai les pieds qui sont enflés, je suis pas dans mon état normal. Je trouve que, voilà, il est temps d'aller voir le gynécologue et heureusement que c'est aujourd'hui. Donc, Ok. je contacte mon compagnon pour lui indiquer effectivement que je me sens pas très très bien. Mais voilà, je prends la voiture. J'avais à peu près une vingtaine de minutes de route. Et puis, on se rend donc chez le gynécologue. Donc là, on est pris immédiatement puisque je l'intercepte un petit peu entre deux rendez-vous pour lui dire voilà, que je me sens pas très bien. Et j'avais informé également la secrétaire. Donc, il nous prend. Tout de suite, voilà, on discute. Il remarque mes pieds qui Ouais. sont enflés, les marques violâtres aussi sur mes chevilles. Et de là, il me prend l'attention. Oui. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, comme une détresse, sans pouvoir trop me faire peur également. Et je vois qu'il dit rien, donc il contrôle, il regarde le bébé. Il regarde à l'échographie, je vois qu'il essaie de chercher quelque chose, je vois qu'il trouve pas. Donc c'est très angoissant parce que bah, d'habitude il parle beaucoup et là je le sens vraiment très concentré à la recherche de quelque chose. Et de là il me dit voilà je vais vous transférer à l'hôpital. Il faut absolument que vous alliez à la maternité. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, la tension est très élevée. Le bébé est en souffrance. Les Doppler, la vascularité est inversée. Donc, le bébé est clairement en souffrance cardiaque et il a un manque d'oxygène. Il me dit, voilà, il faut pas tarder. J'envoie une ambulance. Il faut que vous partiez immédiatement sur le champ. Ok. Donc là, un petit peu voilà, de choc à l'annonce de ce résultat. Nous qui pensions voilà, voir le bébé en 3D, on était impatients de le voir. Finalement, on se rend compte que là, on devient une urgence. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, on part immédiatement, hein, et puis l'ambulance nous amène à la maternité la plus proche. La maternité la plus proche se trouvait à peu près à une demi-heure. Donc, Ok. voilà, le médecin qui était présent dans l'ambulance essayait de me rassurer tant que possible, mais j'avais très peur pour mon bébé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais vraiment sous le choc et je me demandais enfin, qu'est-ce qu'il allait advenir de lui, hein. Donc, à ce moment-là, je ne pensais pas trop à moi. J'étais surtout concentrée sur le bébé, je ne sentais plus bouger. Le médecin régulateur me demandait de bien respirer, me demandait de souffler, d'essayer voilà, de me détendre, ce qui était à ce jour impossible puisque voilà, j'étais trop angoissée. Et puis on arrive à l'hôpital. Donc là, tout de suite, on prend en charge. On m'injecte des corticoïdes pour faire maturer les poumons de bébé en cas de naissance prématurée. Ok. Et au moment où on m'injecte les corticoïdes, j'ai la tension qui monte à plus de 25. Donc là, on se Ah oui. dit, il y a quelque chose, quoi. C'est pas normal. Je vois toutes les équipes affolées autour de mon lit. Moi, je transpire de manière excessive. Je suis tellement sous tension, puisque voilà, quand je vois le chiffre 25 s'afficher sur le tensiomètre, je comprends aussi que l'heure est grave pour moi. Ouais. Euh, de là, les médecins me disent qu'ils sont pas, on va dire, équipés pour pouvoir accueillir une naissance prématurée, qu'il faut que je me rende à la maternité 3, la plus proche, qui est encore à une demi-heure de l'hôpital où je me trouve actuellement. Donc là, bon, tout de suite, l'ambulance reprend le chemin de l'hôpital de niveau 3. On part pour un second convoi. Et puis là, j'arrive effectivement sur cette maternité qui est spécialisée dans la prise en charge des grossesses à haut risque. Ok. Donc là, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on me fait une deuxième injection de corticoïdes pour effectivement essayer d'optimiser encore une fois la maturation des poumons de mon bébé.
On fait les Dopplers, les échographies. Je vois que l'heure est grave et qu'effectivement, le bébé est en danger et moi aussi. Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe. On pense au départ à une prééclampsie. Ce qui pourrait expliquer la tension et effectivement les poussées que je peux avoir. Et puis, les médecins s'agitent un petit peu autour, me font un petit peu parler de mes antécédents, des symptômes que j'ai pu avoir. Et de là, ils disent, mais non, c'est pas possible, c'est pas une prééclampsie en fait. Ils pensent à une maladie rare, mais ils sont pas certains. Donc, ils me gardent dans ce service de grossesse à haut risque pendant 2 jours avec une surveillance accrue au niveau des Dopplers pour le bébé, puisque je fais plusieurs allers-retours en salle de naissance quand vraiment le bébé ne bouge plus, son rythme cardiaque est beaucoup trop bas et son oxygène également est en difficulté. Donc, ils me font pratiquement 3 fois dans le week-end, puisque je suis rentrée un vendredi, partir en salle de naissance et finalement, Ok, ils trouvent pas ce que j'ai. Ils se concertent, ils ont quand même une idée de cette maladie rare, donc ils me font faire des examens un peu plus poussés. Donc il y a d'autres équipes qui interviennent. Ils se mettent en relation également avec un autre CHU pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. On fait faire des analyses d'urine très poussées pendant plus de 24 heures, ainsi que des prises de sang avec des marqueurs particuliers. Et vraiment, le dimanche soir, l'ensemble de l'équipe vient me voir et me dit qu'ils ont trouvé ce qui se passe, mais qu'il faut qu'ils vérifient avec une échographie des glandes surrénales. ok, Puis voilà, je comprends pas enfin, je comprends pas du tout le rapport. Donc, ils me disent, mais on va faire une échographie également des glandes surrénales parce que les analyses d'urine sont revenues à des taux anormalement élevés. On pense à une tumeur de la glande surrénale. Et ok, donc là, ils me font une échographie. Cette échographie bah, montre que la tumeur a déjà atteint 6 cm et qu'elle est ok. responsable des céphalées de tension, de la tension, hypertension anormalement élevée, puisque je pouvais monter jusqu'à 25, le rythme cardiaque qui était très élevé, et une tachycardie finalement toujours omniprésente. Moi, je me sentais souvent essoufflée, c'est vrai, Mm. ces dernières années, j'avais quelques voilà soucis au niveau du souffle pour reprendre mon souffle. Bon, je savais que voilà, j'étais hyper réactive également au stress. J'avais beaucoup de transpiration et de céphalée de tension dans des moments ou des situations stressantes. Ouais, Mais mon médecin, on va dire, traitait, je dirais à l'époque, chaque symptôme à part. C'est-à-dire, j'avais mal à la tête, j'avais des céphalées de tension, des migraines atroces. Il me traitait pour la migraine. J'avais des soucis au niveau du cœur. Dans ce cas-là, on me donnait des traitements pour ralentir le cœur. Et puis, la tension était élevée à certains moments parce que cette tumeur, finalement, sécrète ce qu'on appelle des hormones, des catécholamines, qui font que ça fait des poussées hypertensives, mais c'est pas, on va dire, toute la journée des tensions très élevées. C'est-à-dire, c'est à certains moments, ça peut effectivement faire des poussées hypertensives. Donc ok. de là, ils me disent, mais oui, effectivement, cette tumeur aujourd'hui vous crée de l'hypertension, met en souffrance votre bébé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a qu'une solution, c'est voilà, de faire naître votre bébé pour vous sauver vous et le sauver lui aussi, Oui. puisqu'il est en souffrance. Donc là, ça fait beaucoup d'informations en 3 jours. Mm. Moi qui partais au départ pour une simple échographie de 6 mois, voilà, Oui. je me retrouve avec l'annonce et la découverte d'une tumeur rare qui, en plus, met en danger mon bébé.
Seule solution, c'est de me faire accoucher pour pouvoir le sauver et en parallèle me sauver aussi, puisque 25 de tension sur des poussées, ça peut ensuite enfin, ça peut progresser sur des maladies type AVC ou infarctus. Donc là, je comprends que l'heure est grave. Ouais, Je comprends que l'heure est grave. Il décide de me faire la césarienne le lendemain matin. ok. Donc de là, on commence à m'expliquer que le bébé va partir tout de suite en réanimation, que j'aurai certainement pas le temps de le voir, qu'il faudra effectivement une prise en charge rapide, mais que mon compagnon pourra suivre les médecins jusqu'en réanimation. Ça me rassure d'un côté qu'il ne soit pas tout seul. Je me dis, Ouais, effectivement, voilà, c'est des circonstances un peu particulières, mais on n'a pas le choix. Il faut le sauver lui. Faut aussi l'extraire de mon ventre pour que je puisse ensuite être prise en charge de mon côté vis-à-vis de la tumeur. ouais. Le lundi, à 12h13, se passe la césarienne. Et t'étais Donc à de là, combien de semaines niveau semaine d'aménorrhée, tu te souviens? 28 semaines. Ok. Voilà. Et donc on me dit qu'il y aura une dizaine d'étudiants qui vont être présents pour assister à la césarienne. J'avais l'impression d'être un petit peu voilà, la bête curieuse avec cette pathologie. Et voilà, donc je me dis, bon, de toute façon, j'accepte puisque j'ai pas le choix. Voilà, il faut aussi que ça avance. Et donc, la gynécologue obstétricienne commence à me faire la péridurale. J'arrive sur le bloc opératoire. On me fait le test du glaçon, c'est-à-dire on me met un glaçon sur le haut du corps qui est censé ne pas être endormi. Donc là, je ressens la sensation de froid. Ouais. Et on me met ensuite le glaçon sur la partie basse du corps qui est censée, elle, pour le coup, être endormie. Et là, je dis que je sens le glaçon également. Hmm. Mais j'entends, on y va pour la Ah, césarienne. Et là, je sens l'incision. ah, J'ai tu sens l'impression tout. Ouais. ah oui, j'ai l'impression qu'on m'arrache les tripes. Je hurle. La césarienne se passe très vite parce que quelques minutes après, j'entends, c'est un garçon. Comment voulez-vous l'appeler? Je crie son nom et je me trouve avec une compression au niveau de la poitrine, au niveau du thorax. Je sens quelque chose qui m'oppresse, je n'arrive plus à respirer et là, je n'ai plus de souvenirs. Je me réveille que en fin de journée dans une salle de réanimation et là, on m'explique que j'ai fait une embolie pulmonaire pendant la césarienne, que mon petit garçon, donc je ne savais pas le sexe auparavant, est en réanimation, qu'il est avec son papa. Donc déjà, je me dis, bon, il est là, il est en vie. J'ai bien sûr bon, ben, pas la possibilité d'aller le voir immédiatement puisque je suis encore en réanimation de mon côté. J'ai un contrôle de tension, on va dire, toutes les minutes. Donc, j'ai un tensiomètre en permanence sur le bras. Je suis bien sûr voilà, très, très, très fatiguée. Je sens encore cette oppression au niveau de la poitrine. Je demande effectivement comment va mon petit garçon, quand est-ce que je pourrais le voir, mais je suis dans un état de fatigue extrême. Mon petit garçon, j'arrive à le voir par l'intermédiaire du téléphone de mon compagnon qui vient me montrer la première photo que lui a prise, qui finalement ressemblait à une photo où on voit le petit qui est dans un sac en plastique. Il est tout rouge.
Sa peau est tellement fine qu'on peut voir à travers son petit cœur battre. Et moi, je vois ça sur le téléphone et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, mais comment il va vivre en fait? Je suis Ouais. très inquiète. Je me pose 10 000 questions. Et je veux surtout que mon compagnon retourne auprès de lui et je veux surtout qu'il soit présent pour lui, comme moi, je peux pas l'être actuellement, quoi. Donc là, beaucoup de choses qui tournent dans ma tête. Le petit a été réanimé, donc il respire avec effectivement des tubes, des cathéters. Il est intubé. Donc sa situation est, on va dire, précaire et surtout ses jours sont en danger. Donc moi, je ne peux pas discuter avec les pédiatres puisque je suis de l'autre côté en réanimation adulte, mais mon compagnon vient me faire un petit peu le rapport parce que chaque minute compte, chaque seconde peut basculer puisqu'il Ouais. est dans un état très très précaire. Moi, je me retrouve hospitalisée encore en réanimation pendant 2 jours. Donc, 2 jours aussi où je ne peux pas le voir, où je n'ai que le rapport que me fait mon compagnon. Au bout du deuxième jour, euh, je peux, avec l'autorisation des infirmières et des médecins, aller rejoindre enfin mon petit garçon en fauteuil roulant. Donc, mon compagnon vient me chercher. Et puis là, j'arrive dans le service de réanimation néonatale et là, je comprends déjà l'ampleur, on va dire, de la situation et je me dis, là, on est dans un autre monde en fait. Les enfants sont par box. On voit les infirmières courir à chaque fois qu'un bip sonne dans le service. Moi, j'arrive devant la porte euh, de la chambre, du box de mon petit garçon. Je vois inscrit son prénom. Je me rappellerai toujours de ce moment parce que la photo du petit nounours avec son petit garçon était tellement douce et apaisante. Mais quand on ouvre la porte et qu'on voit cette énorme couveuse avec ce petit bébé qui se trouve euh, intubé, relié à des fils, jusqu'à Ouais. des machines qui lui permettent de se maintenir en vie, là, je comprends que, en fait, j'ai accouché, mais j'ai un petit garçon qui ressemble pas à un petit garçon, en fait. Ouais. Et je le vois se battre à travers la vitre. Je peux pas le toucher parce qu'il est trop fragile. Et je vois qu'il lutte pour sa vie. Ouais. Donc là, ça a été un moment très, très, très difficile et un moment que j'oublierai jamais. D'ailleurs, quand je le vois pour la première fois, je dis pas mon bébé, je dis mon bébou, parce que c'est un petit bout de bébé. Et j'ai pas l'impression, effectivement, d'avoir accouché. Ouais. J'ai cette coupure finalement, puisque je l'ai pas vu, il est parti en réanimation. Moi, j'ai été 2 jours également hospitalisée de mon côté. Et puis là, les médecins viennent et m'expliquent un petit peu ce qui se passe. Donc, il a des besoins en oxygène qui sont énormes. Donc, il est sous respirateur continuellement. Il a un cathéter au niveau du nombril qui est très, très infectieux. Donc, il faut faire très attention puisque ça peut effectivement le contaminer et puis mettre en danger encore ses jours. Ils disent qu'aujourd'hui, son état est très instable, que demain est un autre jour, mais qu'il faut vivre chaque jour et chaque seconde, chaque minute, parce que tout peut basculer. Donc là, je me dis, mais en fait, il faut qu'on l'aide à se battre. En même temps, on essaie de se protéger, on a peur de l'attachement aussi, parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Mais quoi qu'il arrive, on veut se battre et on veut qu'il s'en sorte. Les médecins me disent également qu'il va y avoir une complication, que le canal artériel au niveau du cœur ne s'est pas refermé,
qu'il est beaucoup trop large et que l'oxygène est mal effectué. Donc, il va devoir subir une opération cardiaque à même pas une semaine de vie, à peine 900 grammes, Ouais. avec toute la fragilité qu'il y a. Donc là, bien sûr, l'angoisse et la peur de la mort revient, puisque une opération sur un enfant si fragile me disent que les risques sont importants sur cette intervention, mais qu'on n'a pas le choix. Si on veut essayer de le sauver, il faut effectivement faire cette opération. Ouais. Donc là, au bout d'une semaine, effectivement, se déroule cette opération. Il n'est pas transportable parce que, il est trop fragile. Donc les médecins, chirurgiens cardiaques viennent pour transformer sa chambre, son box en bloc opératoire. Ok. Donc, nous, bah, on est obligé de sortir, bien entendu, et d'attendre toute la journée derrière la porte pour avoir ensuite des nouvelles du petit bout. Et puis là, on nous dit l'intervention s'est bien passée, mais bon, il va être intubé pendant quelques jours. Cette intervention est très lourde. Les suites opératoires vont être déterminantes. Donc, on nous autorise de rentrer dans la chambre. Et là, on le voit, le corps tout bouffi, on voit qu'il a doublé de volume parce que bah, il a de l'eau dans les poumons et que du coup, il est effectivement sous antibiotiques et ça lui crée beaucoup d'eau dans les poumons. Et là, on le voit effectivement encore plus mal en point, avec des difficultés respiratoires importantes. Il fait des bradycardies. C'est vraiment ce bip que j'ai encore en tête qui sonne incessamment sans pouvoir nous pouvoir faire quelque chose. On voit les infirmières qui accourent et qui viennent tout de suite le prendre en charge. On nous dit qu'on peut rester dans la chambre, mais que il faut surtout voilà, pas trop le fatiguer, que les stimuli sont importants, mais qu'il faut aussi qu'il puisse voilà, se reposer. Donc, bien sûr, on est obligé de rentrer les soirs, puisque on n'a pas le droit de rester la nuit à l'hôpital. Donc moi, quoi qu'il arrive, je suis encore hospitalisée dans un service adulte, donc je peux rester un petit peu plus longtemps, mais mon compagnon doit partir et il revient que le lendemain pour venir nous rejoindre après le travail. Et moi, j'ai du mal à le quitter parce que cette opération l'a encore affaibli. Cette opération est déterminante dans les jours qui suivent. Je ne sais pas s'il va s'en sortir, s'il va réussir à bien répondre à cette intervention. Et puis, quelques jours après, on me dit que voilà, qu'il a bien réagi. Donc, de nouveau, un peu d'espoir. Des montagnes russes, en fait, à tout moment, puisque on sait que tout peut basculer en quelques minutes. Et puis, on me dit, ça, c'est la bonne nouvelle, mais il y a une autre complication. Et donc là, on explique qu'il a une infection au niveau des intestins, une entéropathie qui peut basculer ensuite en entérocolite nécrosante et qui pourrait nécessiter une nouvelle intervention pour lui ouvrir l'abdomen. Donc là, de nouveau, je dirais l'inquiétude qui revient. Et les médecins donc le prennent en charge pour le mettre sous antibiotiques à nouveau, sous un autre spectre, pour essayer de calmer l'infection. En attendant, on me dit, est-ce que vous pouvez essayer de commencer à tirer votre lait? Donc moi, j'ai toujours bah, cette tumeur en moi qui fait que j'ai encore beaucoup de tension. Et bon,
les événements qui suivent ou qui précèdent font que la tension ne peut pas baisser puisque je suis très Mm. inquiète pour mon petit garçon. Donc malgré tout, j'essaye de tirer le lait, j'essaye de faire ce qu'on me dit toutes les 3 heures, de stimuler. Je demande à mon compagnon d'apporter des tisanes, tout ce qu'il peut qui puisse stimuler et faire venir la montée de lait. Mais entre voilà, la tension, l'embolie pulmonaire, enfin, je suis vraiment très très fatiguée, j'ai du mal, mais j'insiste au maximum, où j'arrive à récupérer quelques millilitres de lait. Au départ, ça semble tellement anodin, mais c'est tellement beaucoup parce qu'on me dit qu'il faut absolument qu'il ait du lait maternel. Donc en attendant que je puisse avoir suffisamment de lait, on lui donne du lait maternel, mais de don de femme, voilà, qui arrive du lactarium. Ok. Donc moi, j'essaye malgré tout de faire mon possible pour essayer de lui donner, sachant qu'au départ, il lui donne que 1 millilitre. C'est très petit, hein, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est ce dont il a besoin pour commencer à faire habituer son estomac au lait, puisque étant aussi petit et pas mature au niveau de l'estomac, le seul lait qu'il puisse supporter, c'est le lait maternel. Donc là, je comprends que j'ai une mission importante à, à accomplir pour réussir à tirer suffisamment de lait pour faire le Ok. tour et arriver à lui donner, parce qu'il est nourri par sonde nasogastrique. Ouais. Donc là, on se retrouve toujours avec cette épée de Damoclès sur la tête par rapport à l'entéropathie qui peut virer en entérocolite nécrosante. Donc, toujours ce sujet sur la table d'un point de vue des médecins. Donc, les antibiotiques commencent à faire effet, mais on a encore voilà, pas la certitude qu'il ne faudra pas opérer. Donc, se passe quelques jours atroces où on se dit, mais est-ce qu'il va supporter une autre opération parce qu'il est tellement fragile? Et puis, finalement, les antibiotiques font effet. Donc l'entéropathie, on va dire, est traitée sans basculer sur cette intervention. Donc là, on commence à avoir un petit peu d'espoir en se disant, bon, le plus dur est derrière nous. Maintenant, il faut effectivement qu'il arrive voilà, à se battre, à continuer à respirer avec les moyens qu'on lui met à disposition. Et du coup, on se dit, bon, allez, maintenant, faut absolument qu'on avance et que les événements prochains soient meilleurs. Puis, malheureusement, se passe encore un autre événement. Là, ça fait 3 semaines qu'on est en Ouais, réanimation. vous arrêtez jamais en fait. On n'arrête pas. C'est ça. C'est les montagnes russes. C'est un peu d'espoir et beaucoup de crainte et de doute. La peur de la mort, puisqu'Ouais. on se dit est-ce qu'il va survivre à tout ce qu'il a? Parce qu'il est tellement fragile et tout ce qui lui arrive est tellement énorme pour un petit bout comme ça. Et puis, à chaque fois, on a de l'espoir et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient effectivement nous créer des doutes. Et cette fois-ci, on nous annonce qu'il a une septicémie, donc une infection du sang, qui serait liée à la présence d'un staphylocoque. Oh là là. Donc là, Il aurait autant vous attrapé du dire coup au cours des soins. exactement, Ok. c'est ça. Malgré toutes les précautions qui sont prises dans les services, le risque zéro n'existe pas. Ouais. C'est un Donc peu là, la ce maladie de jour-là, l'hôpital, quoi. Le staphylocoque en oui, général, c'est. c'est Ouais. ça. Donc ce jour-là, c'est particulier puisque la veille, on m'avait déjà annoncé que son état s'était fortement dégradé, mais on ne savait pas pourquoi. Ok. Et le lendemain matin, lorsque j'arrive très tôt le matin, euh, je demande à mon compagnon effectivement de venir parce que la situation est grave de nouveau. J'arrive, la chambre est vide. Et Ok. là, ça fait qu'un tour dans la tête parce que vous arrivez, vous voyez qu'il n'y a plus la couveuse dans le box.
Euh, Là, enfin, toutes les craintes et toutes les peurs reviennent. Et cette fois-ci, vous dites, mais c'est pas possible. Et en fait, il est plus là. Et là, tout de suite, une infirmière vient nous voir et nous dit, non, non, rassurez-vous, on l'a transféré dans un autre box en réanimation parce qu'il a fait une septicémie et il a une réaction également au staphylocoque. Il est encore en vie, rassurez-vous. Donc, elle a Ah tout de ouais. suite vu dans nos yeux que voilà, on était sur le point de s'effondrer et tout de suite, elle nous a amenés jusqu'à son box pour qu'on puisse effectivement être là. Donc, de nouveau, bah, antibiotiques, large spectre, traitement de l'infection, sachant que bon, la cythésémie, ça peut effectivement retentir sur d'autres organes. Donc, il est également traité sur plusieurs médicaments. Euh, Là, on se dit, mais allez, c'est la dernière. C'est la dernière complication. Maintenant, allez, ça va aller. Il faut qu'on croie en lui. Il faut absolument qu'on l'encourage. Donc, on est toujours en réanimation. On commence voilà, à se dire, bon, il faut qu'on le stimule de façon positive. Donc, on lui chante des chansons. Euh, les box sont vitrées, donc on essaye de faire attention parce qu'il y a les autres enfants qui sont à côté, les parents également, mais on essaie de lui Ouais. chanter des petites chansons, de se dire, allez, on va t'encourager. On voit qu'il réagit au son de notre voix, qu'il commence un petit peu à réagir au niveau du visage. Bon, on se dit, allez, allez, il faut qu'on l'encourage et on va arriver jusqu'au bout de ce marathon qui a mal commencé. Donc, on est plein d'espoir. Et puis, on nous dit qu'il est prêt à partir en soins intensifs. Donc, c'est la deuxième étape, on va dire, après la réanimation, puisqu'au final, il fera 1 mois et demi de réanimation. Et on part en soins intensifs et là, on se dit, allez, on a passé une étape, on est plus en réanimation. C'est-à-dire que on avance et il avance dans ses variables, il est plus stable. Et puis, quelques jours se passent en soins intensifs et puis de là, quelques jours après, on nous dit son état s'est de nouveau dégradé. Et de là, on se Oh dit, mais c'est pas non. possible. Mais qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Et on nous dit, a priori, c'est un problème au foie. Il ferait une cholestase hépatique. Donc, il va falloir qu'on le retransfère en réanimation. En fait, ouais, il y a tous les organes un par un qui en fait ont eu C'est un ça, souci au final. exactement. Exactement. Donc là, on repart en réanimation pour quelques jours. Il est traité à nouveau pour ce problème-là. Euh, Quelque temps après, au bout d'1 mois et demi, vraiment, on arrive à se dire, allez, on vise les soins intensifs, mais cette fois-ci, on y reste et on ne revient pas en arrière. Donc, il fait beaucoup de progrès sur le plan respiratoire. Il a beaucoup de facilité à respirer seul. Donc, il enlève au départ ses petites lunettes qu'il a sous le nez. Donc, on voit qu'il commence à vouloir se sevrer un petit peu et à respirer par lui-même. Et puis, bon, les infirmières essayent voilà, de pas trop le fatiguer. Donc, elles lui mettent le masque quand même régulièrement pour qu'il puisse pas trop dépenser d'énergie et qu'il arrive à respirer par lui-même le temps où la fenêtre est ouverte pour le faire tout seul. Et on voit qu'il progresse bien d'un point de vue respiratoire. On voit que il arrive de plus en plus à, à se suffire par lui-même. Donc, la période en soins intensifs, finalement, a été plus courte que la période en réanimation. Donc de là, on commence à nous dire que bon, s'il continue de bien progresser sur ce plan-là, qu'on pourrait, on va dire, imaginer une sortie
à peu près à son terme, qui devait être le 14 juillet, sachant qu'il est né le 10 avril. Ok. Euh, donc là, on commence à effectivement à avoir quelques espoirs en se disant, bon, allez. Et puis cette fois-ci, c'est moi qui dois être hospitalisée puisque l'embolie pulmonaire que j'ai eue a fait en sorte que je ne pouvais pas me faire opérer de la tumeur immédiatement, puisque le fait d'avoir fait une embolie pulmonaire, ça implique un traitement sous anticoagulant qui fait Ok. que je ne pouvais pas être opérée, on va dire, dans ces conditions-là. Ce qui fait que ben, pendant tous ces événements, bien sûr, avec la tension que j'avais, le stress qu'on avait par rapport à l'état du petit, ça n'a pas, on va dire, arrangé la situation. Malgré tout, on décide de m'hospitaliser pour une intervention mi-juin. Sauf que bah, le petit, du coup, lui, est en soins intensifs. Donc, je demande à mon compagnon de pouvoir s'organiser pour rester auprès de lui comme je peux plus l'être pendant cette période d'hospitalisation. Donc, de là, on m'hospitalise pour normalement une semaine parce que les suites opératoires sont un petit peu compliquées sur ce type d'intervention. On m'explique que bah, la tumeur va être enlevée si possible par cystoscopie si ça passe, parce que bon, comme elle fait 6 cm, elle est quand même relativement importante, mais sinon ils seront obligés d'ouvrir sous les côtes. Donc là, tout de suite, je me dis, mais comment je vais faire pour le porter? Comment je vais faire pour m'occuper du petit? Donc je suis en stress aussi par rapport à mon intervention, puisque je vois que lui Ouais. il progresse bien de son côté, mais moi, je ne sais pas dans quel état je serai après l'opération. Et puis l'opération bon, ben, arrive le jour J. Je me réveille 4 heures, 4-5 heures après l'opération. Je me réveille vraiment difficilement parce que je me rends compte que j'ai toujours cette douleur thoracique qui fait que ça m'empêche de respirer. Donc, on croit que j'ai fait une autre embolie pulmonaire. Ok. Donc, je suis admise en soins intensifs de cardiologie pour justement faire un contrôle au niveau du cœur. Et puis, on me fait un examen des coronaires. On ne trouve pas avec le scanner non plus d'embolie pulmonaire. Cependant, j'ai une tachycardie très très importante. J'ai le cœur qui pompe 2 fois plus que la normale. Donc, on me garde, le séjour se prolonge en cardiologie pour moi. En attendant, du coup, mon compagnon est auprès du petit. Moi, dès que je peux continuer à tirer mon lait, j'essaye de le faire entre les examens pour pouvoir continuer à lui donner ce que je peux encore avoir, Ouais. malgré, on va dire, les événements. Donc, mon compagnon vient faire le relais entre les deux hôpitaux pour venir chercher le lait. Donc, en cardiologie, ils n'avaient jamais vu ça. Une maman qui tire son lait et qui est en réanimation sur intensive de cardiologie. Bon, Ouais, du c'est coup, sûr. ça les a bien fait rire d'un côté, même si la situation a été cocasse, elle était quand même nécessaire parce que je voulais continuer à allaiter le petit pour espérer Ouais. un jour pouvoir l'allaiter au sein, parce qu'il était encore nourri par son nasogastrique. Et puis, donc là, on me découvre une malformation cardiaque qui pourrait expliquer effectivement, avec le retentissement que la tumeur a eu sur le cœur, que le cœur pompe 2 fois plus que la normale en fait, et donc Ok. ils me mettent sous traitement également. Donc je passe en tout une opération qui devait durer quelques jours, je passe en gros 10 jours encore à l'hôpital pour pouvoir effectivement sortir et enfin retrouver mon petit garçon. Ouais. Donc là, en attendant, j'avais demandé surtout à ce qu'on puisse conserver le dispositif d'aide à l'allaitement. Et bon, pendant mon absence, ils ont essayé de lui introduire du lait artificiel. Donc là, ce qui n'a pas manqué
de créer, on va dire, quelques soucis, puisque, bon, bah, comme je vous le disais, voilà, j'étais toujours en train d'essayer de tirer du lait pour essayer de maintenir la Ouais. lactation et pouvoir lui proposer le sein dès que le moment serait venu. Donc là, c'était le cardiologue qui a carrément appelé l'hôpital en disant non, non, mais vous laissez tomber cette histoire euh, voilà, De d'allaitement l'artificiel. par biberon ou par lait artificiel. Ça contrarie énormément ma patiente voilà, qui a vraiment des difficultés au niveau Ouais. cardiaque, d'autant plus qu'en plus, il voulait transférer le petit dans un autre département pour faire de la place, Ah comme oui. il allait un peu mieux, voilà. Donc moi, en étant hospitalisée en cardiologie, en sachant tout ça, je vous avoue que ça a été Ouais, un petit super peu compliqué. compliqué. Mais malgré, on va dire, voilà, toutes ces suppositions de transfert ou d'allaitement, on va dire, arrêté, j'ai réussi à tenir et on a réussi à faire en sorte qu'il reste toujours voilà, là où il était, qu'on puisse conserver le dispositif de l'allaitement. Et quand je suis revenue, j'ai pu même lui donner le sein Ah avec ouais. le lait que j'avais. Malgré tout, voilà, j'ai pu quand même Conservé, lui ouais. donner ce lait comme ça. Donc, ça a été, on va dire, un parcours du combattant, mais on a réussi à faire en sorte qu'il puisse boire mon lait et qu'il puisse continuer à bénéficier de ses bienfaits. Donc, de Ouais. là, on se rend compte que, bon, le petit avance bien, que maintenant, on est de plus en plus proche, on va dire, de la sortie. On commence à nous parler de liste de naissance. Est-ce qu'on a prévu alors, autant vous dire que c'était le dernier de nos soucis. Forcément, on n'était pas prêt du tout. Ouais. Donc, ils nous disent voilà, qu'il va falloir s'en inquiéter. Bon, on est parti chercher quelques affaires, bon, des vêtements parce qu'il n'était pas habillé. Jusqu'à présent, il était en couche dans une Oui. couveuse. Donc, on a essayé de trouver des petits vêtements prématurés. Mais alors, c'est pas évident, je vous assure, pour trouver dans les magasins aux alentours. Parce que lui, il faisait la taille triple zéro, en fait. Ah ouais, Donc, c'est vraiment tout petit, c'est tout triple petit. zéro, double zéro, zéro et naissance pour se rendre compte. Ok. Donc, on a trouvé quelques vêtements. C'était la première fois, moi, que je sortais de l'enceinte de l'hôpital parce Oui. que, ben, forcément, j'étais toujours, dès le matin très tôt jusqu'à tard le soir, présente auprès du petit, sauf quand j'étais hospitalisée, bien entendu, où c'était mon compagnon qui prenait le relais. Donc là, ça a été, en fait, compliqué parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas vu la lumière du jour pendant quasiment 2 mois. Et j'étais très fatiguée parce que l'opération, avec les complications au niveau cardiaque, ça a été très éprouvant. Oui, forcément. Donc là, je sentais vraiment que mon corps commençait à lâcher et que j'étais vraiment très, très, très fatiguée. Et malgré tout, il fallait que je sois en forme puisque lui, il avançait maintenant et il avançait plus vite que Oui. moi. C'est Il ça. allait bientôt sortir et toi, tu n'aurais pas été Et en il allait forme pour... bientôt sortir. Exactement. Donc c'est vrai que voilà la dernière étape qu'on nous a proposée, c'est la chambre kangourou après la néonatologie pour qu'on puisse appréhender la sortie et qu'on puisse enlever tous les scopes, enlever tous les fils, tous les tubes qui lui restaient. Ouais, Donc là, on nous a mis dans cette chambre comme si finalement je venais d'accoucher et que on se retrouvait avec le bébé quasiment 3 mois après, quoi. ouais. Donc voilà, c'est une drôle de sensation parce qu'on se dit aujourd'hui, il n'y a plus les scopes, il n'y a plus les tubes, il n'y a plus les fils, il n'y a plus les bips. Donc comment on sait Oui, c'est ça, s'il t'as va plus les bien, si indicateurs. c'est ça, plus d'indicateurs. Donc là, c'est vrai que voilà, un peu d'angoisse pendant ces quelques jours en chambre kangourou, mais malgré tout, l'envie de pouvoir aussi sortir et le ramener à la maison, quoi. Rentrer, ouais. Et il est sorti donc le 14 juillet 2017, À la date jour, du terme. c'est ça, exactement. Ok. Donc La date où il voilà, aurait on dû part, sortir, il est sorti au rendez-vous. c'est ça, au rendez-vous.
jour de fête nationale. Oui, en Ça plus, l'a été ouais. en tout cas pour nous parce que le parcours a été plus que semé d'embûches. Ouais, Pour vous dire, par rapport aux complications que peut avoir un prématuré, parce qu'il était donc grand prématuré, même la limite de la très grande prématurité, ouais, puisqu'il est à 28 semaines. Et mis à part, je dirais, l'entéropathie qui n'a pas évolué en entérocolite nécrosante, il a fait toutes les complications possibles qu'un prématuré puisse avoir. C'est vraiment un guerrier. On ne se rend pas compte à ouais, quel point tous ces petits bouts de bonhommes et de petites princesses sont forts et à quel point ils insufflent énormément d'espoir et ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour vivre. C'est impressionnant de voir la force qu'ils ont en étant si fragiles, quoi. ouais, il s'est vraiment Et battu. ah oui, ils se battent vraiment comme des lions, quoi, mais vraiment, vraiment. Ouais, Donc oui, c'est vrai que ouais, c'est un parcours, on va dire, compliqué, rythmé, ouais. stressant, perturbant, angoissant, mais on arrive avec l'espoir effectivement de la sortie. Et là c'est oui, c'est la fête pour nous puisqu'on dit on a gagné, il a réussi, il a continué, ses efforts ont payé, quoi. Ouais. Et du coup, toi, comment tu enfin, comment tu allais déjà, toi, après, sur le plan médical et sur le plan psychologique? Ça a été très difficile parce que déjà, quand on sort, bon, c'est pas terminé. Il faut se dire que la prématurité, c'est pas juste le temps d'hospitalisation. C'est important de savoir qu'il y a un suivi énorme, un suivi, on va dire, à la semaine dans un premier Ouais, temps. Les premiers mois, c'est des rendez-vous toutes les semaines. Ensuite, ça s'étale effectivement sur plusieurs mois. Et compte tenu de toutes les complications qu'il a eues au niveau des différents organes, il a forcément un pédiatre dédié sur chaque complication qu'il a fait. Donc ok, oui, c'est un suivi vraiment très, très important où il faut être disponible pour pouvoir effectivement l'accompagner et l'emmener au rendez-vous adéquat. Donc, sachant, je dirais, tout ce que voilà, on a vécu, plus après mon hospitalisation et les complications que j'ai fait également, mm, j'avoue que j'étais exténuée. ouais, Vraiment, j'étais en mode robot. Après, je faisais parce qu'il fallait faire pour le petit, parce que voilà. Mais moi, j'étais très, 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 très éprouvée, vraiment. ouais, Et la forcément. tumeur, ce qu'on m'a enlevé, on m'avait prévenu que pour retrouver de l'énergie et pour retrouver un semblant de normalité, il fallait compter un an. Et effectivement, j'ai mis plus d'un an à me remettre de cette complication. Oui, oui, effectivement, oui, complètement. Ok, Et après, d'un point de vue psychologique, ça a été difficile aussi, hein, parce que bon, vous sortez pour, euh, pour rentrer à la maison. Bon, vous vous retrouvez avec le petit sans tous ses scopes, sans tous ses fils. Bon, vous dites si jamais il y a un souci, c'est tout de suite une urgence. Donc l'hôpital est ouais, à 1 heure de la maison. Bon, il a fait quand même des complications ensuite sur les mois qui ont suivi d'un point de vue pulmonaire, puisqu'il a été bon, ok, bah, sous respirateur pendant très, très, très longtemps. Donc, tout ce qui est bronchodysplasie, ça maintenant, c'est à vie. Il fallait surveiller les bronchiolites. Il a été hospitalisé 2 fois quand même avant ces 1 an pour ce genre de choses. Et ok, puis oui, vous avez forcément cette angoisse qui revient, cette peur de se retrouver effectivement de nouveau à l'hôpital dans une situation d'urgence pour le petit. C'est beaucoup de sentiments mélangés et ouais, beaucoup d'appréhension, oui, effectivement. Ouais. ok. Et du coup, donc, je sais que tu as voulu faire de cette histoire, partager du moins au grand public autrement que par un podcast. Euh, Tu as rédigé un livre. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Écoutez, l'idée du livre m'est pas venue tout de suite, puisque bon, il y avait voilà ce suivi médical très très important
pour notre petit garçon. Et c'est vrai que les années ont passé, ça a été, on va dire, pareil, le parcours du combattant avec les rendez-vous médicaux, sachant que quand on vous dit que le petit sera peut-être handicapé, peut-être il y aura des séquelles, peut-être il y aura des choses qui vont suivre, mais on ne pourra pas les découvrir avant l'âge de 6 7 ans, parce que d'un point de vue neurologique, tout peut se mettre en place ou pas à ce moment-là. Donc j'étais toujours dans cette crainte de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Et j'avais pas tout de suite envisagé de le faire. Et puis là, l'année dernière, j'ai eu des nouvelles complications d'un point de vue glande surrénale. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse parce que si jamais il m'arrive quelque chose, j'aimerais pouvoir lui laisser une trace, en fait, de son histoire et vraiment de son parcours de naissance. Ok. Et je l'ai écrit dans un premier temps pour lui parce que je voulais vraiment qu'il ait ça et que je puisse le faire ce cadeau. Et je me suis dit après, avec le recul, que ça pourrait peut-être aider aussi d'autres parents qui se retrouvent confrontés peut-être à la maladie ou à la prématurité ou les deux, et que ça pouvait peut-être engager un message d'espoir. Voilà. Donc, je l'ai Ouais. fait effectivement pour lui dans un premier temps et je l'ai fait ensuite en espérant pouvoir donner de l'espoir aux parents qui ont cette difficulté à surmonter et qui sont confrontés à la prématurité de leur bébé. Oui. Ok. Donc, le Et du livre, coup, ouais, il est disponible là. il est disponible effectivement sur les plateformes. Il s'intitule Mon héros. Comprendrez pourquoi je l'ai intitulé comme ça. Effectivement, ça a une grande signification pour moi. Oui. Je pense que vous êtes deux héros dans cette histoire, mais on n'a pas forcément le même point de vue quand c'est nous qui avons traversé le parcours, je pense. C'est ça, exactement. Ok. Et bon, et du coup, maintenant, 7 ans plus tard, comment vous allez tous les deux? Donc toi, t'as eu une rechute l'année dernière, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Après, Johnny euh, a, hum, a quelques difficultés sur le plan neurologique. Puisque on n'en a pas parlé dans les complications, mais au départ, quand ils l'ont réanimé, il a fait également ce qu'on appelle un infarctus de Volpe, c'est une hémorragie intraventriculaire au niveau du cerveau. Ok. Donc ça, il n'y avait pas de traitement possible, puisqu'effectivement, ça dépend de comment va évoluer les microcavités qui sont installées au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça que tous les apprentissages qui se déroulent à l'âge de 6 7 ans sont déterminants puisque bah, c'est à l'entrée au CP où on se rend compte si effectivement il y a des difficultés. Là, il n'est pas encore diagnostiqué, mais il y a de fortes suspicions en fait de troubles au niveau neurologique, du comportement ou de l'attention. Voilà. Ok. Donc, on est encore dans la période de pré-diagnostic. On ne sait pas encore sur quoi ça va déboucher. Mais en dehors de ça, c'est un petit garçon voilà, qui est très heureux de vivre, qui a une joie de vivre qui est exceptionnelle. C'est vraiment à cet âge-là voilà, qu'on va vraiment déterminer quelles sont les séquelles d'un point de vue en tout cas neurologique qui vont pouvoir être traitées et puis ensuite prises en charge. Ouais. Ok. Et toi, du coup? Et moi, du coup, bah, je Tu t'oublies un petit suis... peu à chaque fois dans mes questions quand même, hein. Quand tu poses une question Oui, sur toi, tu me parles toujours de ton fils. c'est vrai, c'est vrai parce que voilà, je voulais dédier aussi ce Oui, bah, petit c'est normal. témoignage pour lui, puis bon, voilà, pouvoir donner espoir aussi aux parents qui sont confrontés à la prématurité. Et moi, de mon côté, voilà, ça reste encore compliqué, je suis sous traitement. Voilà, on n'a pas encore, on va dire, basculé d'un point de vue aussi grave que ça a été, mais ça revient en fait. Donc Ok. voilà, il faut surveiller,
il faut être pris en charge et faire attention effectivement à ce que ça évolue pas en deuxième tumeur, puisque les glandes surrénales, on en a deux sur chaque rein, et en fait, c'est des organes vitaux. Donc, moi, il m'en reste qu'une, il faut que je la conserve, celle-ci. Voilà. Ok. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup à toi d'avoir partagé votre combat. Et puis félicitations à vous deux parce que tu as ta grande part de victoire dans dans cette histoire. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, d'en avoir parlé aussi librement. Et puis, bah, bien sûr, j'invite tout le monde à lire ton livre s'ils veulent en savoir plus. Au moins, on a un bon moyen de tout connaître en détail avec toi. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.